Cette première réponse qui est véritablement en forme de question. Donc, on va peut-être demander à Dominique Bourg s'il a une réponse. Oui, pour répondre à un des aspects, parce que le reste, je suis aussi tout à fait d'accord avec ce que dit M. Mattei, et je crois que effectivement, le principe de précaution a un domaine d'application restreint en nombre, c'est-à-dire le nombre de risques qu'il concerne est restreint. En revanche, l'importance de ces risques est fondamentale. C'est ce qui légitime qu'on ait affaire à un principe. L'environnement, c'est ce qui conditionne, par ailleurs, toute la jouissance de nos droits et de notre existence, de manière générale. On est là dans le fondamental, on est là dans l'arché, ce qui est au principe et ce qui va commander tout le reste. Sans un environnement, entre guillemets, sain, nous ne pouvons pas jouir de l'existence. De même, pour la santé. Sans santé, il devient effectivement très difficile de jouir de toutes les dimensions de l'existence. Donc c'est ce qui fait l'importance du principe de précaution et c'est ce qui légitime qu'on en fasse et un principe au plus haut des normes, c'est-à-dire constitutionnel. Et c'est ça son importance. Certes, le nombre de cas d'application, encore une fois, est très très réduit, mais ça concerne ce sans quoi le reste ira très 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 mal. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect aussi qui justifie ce principe, c'est que ce principe n'a de sens que lorsqu'on est confronté à des risques qui présentent certaines caractéristiques. Et la caractéristique essentielle et la plus singulière des risques en question, c'est le caractère différé des dommages par rapport aux mécanismes qui les engendrent. Si je regarde par exemple justement le changement climatique, n'oubliez pas que dans la réflexion sur le principe de précaution, le premier papier au monde c'était Cameron et Abouchard, deux juristes, et en 90, l'essentiel est pratiquement autour du changement climatique. Et ça aussi c'est ce que quelqu'un comme Jonas avait très bien vu et personne ne l'a compris, au moins dans les 10-15 premières années après la publication du principe responsabilité. Prenons par exemple le climat. Le climat que nous aurons dans la seconde moitié de ce siècle, nous en avons en grande partie décidé et nous allons finir d'en décider dans les quelques années qui viennent. Et pourtant, nous ne l'éprouverons, pour un certain nombre d'entre nous, que lorsque nous aurons des périodes, donc nous ne l'éprouverons pas, mais d'autres l'éprouveront, certains dans cette salle l'éprouveront, et on devra subir alors les conséquences de notre incurie passée et surtout présente. Imaginez par exemple qu'aujourd'hui, nous réchauffons par exemple les eaux de surface des océans. Et comme vous le savez, les océans sont un régulateur extrêmement puissant du climat. Une fois que nous les aurons réchauffés, c'est déjà largement en cours, nous n'aurons aucun moyen de refroidir les océans. Et compte tenu de l'inertie des océans, ce réchauffement va prévaloir et distiller ses conséquences pendant des siècles, voire des millénaires. Donc voilà, c'est par rapport à ça que le principe de précaution prend tout son sens, et c'est pourquoi il mérite d'être un principe. Il s'applique à peu de risques, mais à des risques qui conditionnent les autres. Autre chose aussi, la précaution ne concerne pas des risques individuels. Si vous voulez sauter à l'élastique avec un élastique pourri, c'est votre affaire. Mais faites pas sauter l'humanité avec un élastique pourri. Là, ce n'est pas votre affaire. Même si vous en bénéficiez, il y a certaines personnes qui vont être beaucoup plus soucieuses d'un certain retour sur investissement en vendant le dit élastique que sur les conséquences de l'élastique. Là aussi, c'est une caractéristique particulière et c'est ce qui justifie aussi qu'on ait affaire à un principe, parce qu'il en va de l'humanité. Et d'où d'ailleurs le tour très universaliste de la Charte française de l'environnement, ce qui est vraiment dans notre tradition juridique, et d'où le lien entre les deux documents. Il est évidemment là, le lien. Michel Puech. Lancez-vous tout seul. Fait. Allez, prenez le risque. Oui, vous m'avez très bien lancé, merci. Non, juste tirer peut-être un peu le tapis pour voir qu'est-ce qui se passe. Sur les grandes idées, on est tous d'accord. Sur les grands principes, on est tous d'accord. S'il y a des gens qui sont contre les droits de l'homme ou contre la valeur de la nature, ils vont se faire siffler, puis bon, il n'y en a pas. Il y en a qui sont contre, mais ils ne le disent pas. Donc, ce n'est pas tellement la peine de discuter là-dessus, à mon avis. Donc, ma position, en fait, elle est assez différente. Elle est de dire, je vais commencer par les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est très bien, j'ai rien contre. Et le principe de précaution, ce sera pareil. Mais ce n'est pas là qu'il me semble y avoir un problème. Le problème, il est dans les locaux de garde à vue des commissariats. C'est là qu'il y a un problème. C'est là que ça sent très fort l'urine, c'est là qu'on est maltraité. Et ce qui me manque, moi, c'est le lien
La Déclaration des droits de l'homme et même les textes législatifs encadrant la garde à vue, j'ai rien contre. Les gens qui ont travaillé dessus ont bien travaillé. J'ai pas mieux à proposer. Mais mon problème, c'est le lien. C'est là qu'il y a un problème. Pour le principe de précaution, on va rester sur lui, mais déjà moins, parce qu'on peut commencer par prendre acte de ce qui vient d'être dit. Il s'applique à très très peu de choses. Finalement, à une seule, c'est le climat. Et finalement, on ne lui applique pas. Donc, est-ce que c'est vraiment le centre du cœur du problème ? On pourrait élargir tout ce type de valeurs autour du développement durable. Je prends acte aussi qui est en train de devenir un fourre-tout crétin. Bon. Dominique Bourg a poussé la barre un peu loin, donc pour être critique, je suis obligé d'aller encore un petit peu plus loin que lui. Ça va devenir périlleux. Bon, mais toutes ces choses-là, mais on est d'accord sur les idées. Tout le monde est pour, je veux dire, tout le monde est pour. Regardez les pubs de vos magazines, regardez le grand ministère qui change tout le temps de nom. Tout le monde est pour ces idées-là. Mais la pratique, l'autoroute entre Langon et Pau, c'est un problème que je connais bien. Après le Grenelle, elle se fait. L'aéroport de Nantes, il se fait. C'est le même fil qui me manque. Alors on peut dire, oui, mais bon, maintenant, non. L'affaire du sang contaminé, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas un texte de loi qui interdisait ? Non, c'est pas du tout pour ça. C'est à cause d'un fonctionnement des laboratoires, des technocraties publiques et privées dans le domaine de la santé en France, et qui ait eu dans la Constitution ou pas, ou dans les textes de loi, ça n'aurait rien changé, tel ou tel texte. L'explosion de la ZF à Toulouse, le principe de précaution, on sera tous d'accord pour dire, ne l'aurait pas empêché. Les problèmes réels, ils se font ailleurs, complètement à un autre niveau. Mais il n'y a pas que des choses qui vont mal dans le réel. Il y a des choses qui vont bien. Je vais parler juste de deux. L'histoire de la vache folle qui a été mentionnée aussi. Principe de précaution, je ne sais pas. S'il y en avait eu, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Est-ce qu'il n'y avait pas quand même des lois de protection sanitaire ? Ce qui s'est passé dans le principe de la vache folle, c'est que la filière viande s'est effondrée. Tout simplement parce que les gens, souvent madame, dans le magasin, n'attrapaient plus du bœuf ni du veau, mais du porc ou du poulet. La filière viande bovine s'est effondrée et très rapidement, les pouvoirs publics ont réussi à monter avec l'industrie une filière de viande certifiée, faire disparaître les farines animales, etc., très vite. Mais ça, c'est pas dû au fait que là, il y a eu un énarque plus efficace que les autres, ou un politique plus motivé que les autres par les problèmes du réel. Je ne crois pas du tout à ça, non, pas du tout. C'est dû au fait que les micro-actions des gens dans les supermarchés ont exercé un pouvoir qui est remonté très vite et qui a été efficace. C'est mon premier exemple. Avec ce qu'on met dans son chariot, dans son supermarché, on agit beaucoup plus qu'avec les sommets de l'État ou les sommets de la Terre, ou qui publient de grands textes, mais qui n'impactent pas le réel. Et mon deuxième exemple, c'est l'Internet, c'est le même exemple. Le phénomène culturel contemporain, en tout cas j'en suis convaincu, je suis prêt à le défendre, le phénomène culturel contemporain, ce qui donne à tout le monde l'accès gratuit à toute la littérature classique, la musique, la peinture classique, à tout endroit, y compris en Afrique, c'est l'Internet, y compris gratuitement dans les médiathèques. C'est en train de devenir aussi un phénomène économique extraordinaire, probablement central. Ça n'a pas été fait par la sagesse d'un gouvernement et les prévisions. Ça n'a pas été fait par l'industrie d'une entreprise qui a sorti le vrai produit. Ça a été fait par des micro-actions de gens qui ont créé, qui ont interconnecté, et surtout les micro-actions de nous, les internautes. Les micro-actions de la manière dont nous avons utilisé l'Internet pour le consulter. C'est nous qui faisons le succès de Google et de Wikipédia. C'est nous qui cliquons sur Google et sur Wikipédia plutôt que sur autre chose. Et la manière dont nous avons mis des contenus sur Internet. Donc toutes ces micro-actions, ce sont elles qui font le réel. Pour terminer, si le réel ne va pas bien, c'est largement à cause de nos micro-actions. Pas parce qu'il y a de mauvaises lois qu'il faudrait remplacer par des bonnes. Et pour qu'il aille mieux, il faudrait peut-être s'occuper de ce niveau-là de la réalité, au moins pour commencer, et pas de trouver les fameuses lois mauvaises qui doivent être remplacées par des bonnes. Merci beaucoup. Jean-François Mattei, peut-être un dernier mot, et puis on va passer à la deuxième table ronde, parce qu'il se fait tard. Je serais assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, y compris par le président Pénat.
Ce qui m'inquiète, et je dis bien, je choisis mes mots, ce qui m'inquiète, c'est de voir le divorce qui risque de croître encore, non seulement entre les droits de l'homme universels depuis 1948 et la réalité des commissariats ou d'ailleurs, mais le décalage qui va me paraître encore beaucoup plus grand entre le principe d'universalité de précaution et la réalité des faits. Je me demande non pas simplement quelle va être l'articulation dont parlait Michel Puech il y a un instant, mais quelle va être la possibilité de réaliser dans les faits, historiquement, les limitations du développement humain. Car si on veut non seulement un développement durable qui protège non seulement l'environnement, mais même la nature, mais même le monde, pour reprendre d'autres termes proches, il faudrait limiter tout le développement technologique, scientifique, industriel et social de la planète, c'est-à-dire sur plusieurs milliards de personnes, peut-être bientôt 10 ou 15 milliards de personnes. Quel va être le verrou ou quel va être l'instrument qui va permettre d'agir de cette manière? Est-ce que les déclarations juridiques ou philosophiques auxquelles je crois, comme chacun ici autour de cette table et dans cette pièce, vont-ils être suffisants, ou bien est-ce qu'il est possible d'agir autrement que par des vœux pieux, des exaltations rhétoriques ou des exposés poétiques sur la grandeur du droit ou la grandeur de la nature? Ce qui m'inquiète, et alors là je serais à ce moment-là partisan d'une heuristique de la peur, bien que ça ne convient pas du tout à mon type de comportement ou à mon type de pensée, mais je lutte d'une certaine manière contre moi-même, et j'ai des difficultés à lutter parce que je me demande comment de simples déclarations d'intention seraient-elles reliées par tout le système juridique mondial, de l'ONU, de l'UNESCO ou de toute autre institution, vous permettra d'arrêter un système qui non seulement est lancé depuis le XIXe siècle, ce qu'on appelle vulgairement la mondialisation, mais qui s'accélère de plus en plus. Or, non seulement on n'arrive pas à limiter la vitesse, mais on n'arrive pas à limiter l'accélération. Et si vous essayez de limiter l'accélération du développement industriel ou du développement d'Internet, vous entraînez une crise économique et sociale absolument considérable qui ne va pas toucher 10% de la population, mais 50% ou 80% de la population. Donc le problème ne me semble pas être le problème du principe de précaution, mais du principe de progrès ou du principe d'évolution de la société. Est-ce qu'il est possible de trouver une alternative, une branche de l'alternative, qui ferait que nous inventerions d'autres possibilités de société? Pour ma part, j'ai eu beau étudier la question comme d'autres de mes collègues ou d'autres chercheurs, je ne vois pas comment on pourrait éviter ce qui risque effectivement d'arriver comme une catastrophe, tout simplement à cause d'un développement qui n'est plus arrêtable à l'heure actuelle. En tout cas, c'est une très belle question à poser à vos invités, Jean-Pierre Lanfray. On va leur proposer de se joindre à nous.